Bienvenue à tous et à toutes dans cette webconférence de la F3M organisée par notre équipe du MOOC et ouverte naturellement à tout public. Nous savons que vous êtes nombreux. Ce soir, là, nous avons déjà 114 participants. Un peu plus sont attendus au niveau des inscrits, donc c'est très bien. Nous sommes heureux de vous accueillir. Pour ce moment où l'on va parler de construire une résilience dite partagée pour vous, les malades, et pour vous, les proches, hein, aussi. Vous aurez la possibilité de poser des questions en parallèle dans l'onglet questions au bas de la page, car le chat n'est pas toujours bien réservé, il n'est même pas approprié pour cela. Et il aura l'avantage de se dire tout de même bonjour, pourquoi pas, de signaler un souci technique également, éventuellement. Cette conférence va se dérouler en 3 temps. Si vous voulez, dans un premier temps, nous allons pouvoir accueillir les intervenants et ils vont se présenter. Alors, je vais donner la parole à Karen Krauter et je vous laisse donc écouter sa présentation. Nous avons la chance de l'avoir ce soir parmi nous pour son expertise. À toi, Karen. Merci Maryse. Bonsoir à toutes et à tous. Certains me connaissent peut-être déjà puisque j'interviens régulièrement pour la F3M. Et donc, aujourd'hui, je viens avec plaisir, une fois encore, échanger avec vous sur des aspects de notre vécu qui nous touchent particulièrement, c'est-à-dire nos relations avec les autres, avec nos proches. C'est une question essentielle. Et on a déjà évoqué la notion de résilience, on en entend beaucoup parler, et on a trouvé intéressant, justement, d'étendre cette résilience au groupe, au couple, à la famille, et de voir comment on peut construire cette résilience partagée. Moi, pour me présenter rapidement, donc je suis oncopsychologue, 25 ans d'expérience maintenant, dont 20 ans d'hôpital, oncologie, hématologie. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de patients, je continue à rencontrer beaucoup de patients. Et donc, c'est avec plaisir que je participe à nouveau à cette soirée. Merci, Karen. J'aimerais bien aussi que Viviane Fievé qui est avec nous se présente. À toi, Viviane. Bonsoir à tous. En fait, je suis malade et tutrice du MOOC, malade détectée en 2020 et tutrice du MOOC depuis 2021. Et ma mission ce soir, ce sera de recueillir toutes vos questions afin de les répercuter à nos autres intervenantes, afin que vous puissiez avoir des réponses complètes le plus possible à toutes vos interrogations. Je vous souhaite un bon parcours parmi cette conférence et surtout n'oubliez pas d'aller rechercher des informations par après sur le MOOC. Merci beaucoup, Viviane. Et bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maryse Garzia, je suis bénévole à la F3M depuis une quinzaine d'années et j'œuvre un petit peu plus particulièrement, on va dire, sur les modules qui ont trait au relationnel, à la communication et avec l'appui naturellement des psychologues, en particulier pour le MOOC. Et voilà, j'espère aussi que cette webconférence va vous apporter des outils et des éléments de réponse qui peuvent être souvent intéressants dans l'entourage et dans la vie de tous les jours. Alors, dans un deuxième temps, nous allons parler plus particulièrement de Mielonet. Donc, Mielonet, c'est la plateforme qui permet de mettre en ligne ce MOOC. Depuis l'ouverture de décembre 2022, donc nous avons ce MOOC qui est accessible et vous pouvez le faire pour ceux qui n'ont pas eu encore cette occasion depuis votre espace associatif sur le site AF3M. Ce n'est pas compliqué. On démarre donc depuis le site. Et puis ensuite, vous avez la possibilité donc de mettre votre identifiant, un mot de passe et d'accéder en cliquant sur Mielonet
donc à cette plateforme et puis au MOOC. Alors, en parlant des chiffres un petit peu, parce que c'est intéressant aussi de savoir où on en est, vous saurez que c'est tout d'abord une plateforme qui est ouverte toute l'année, c'est-à-dire qu'on aura la possibilité pour tout le monde de pouvoir aller la consulter, de pouvoir aller voir un peu ce qui se passe. Les informations y seront centralisées. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, bon, bah, c'est tutoré, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir des tuteurs qui sont avec nous, qui sont bénévoles et qui partagent ce tutorat pour le MOOC, pour les personnes qui posent des commentaires ou qui souhaitent avoir des questions. Et ensuite, bon, il ne sera pas tutoré toute l'année, mais c'est quand même un moment important. Nous avons 150 inscrits, 20 tuteurs. Il évolue naturellement et en fonction de ça, ben, nous allons nous ajuster et créer encore des modifications ou apporter, pourquoi pas, des vidéos, des choses qui peuvent être encore manquantes. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était que nous allons avoir un cours qui a d'ailleurs été mis aujourd'hui en ligne. Il est fraîchement, on va dire, terminé, puisqu'il s'est terminé hier soir avec le soutien de toute l'équipe du MOOC. Et voilà, et nous avons terminé celui-ci qui s'appelle L'impact d'un myélome sur la vie relationnelle. Et il y aura justement un peu plus tard, parce qu'elle n'est pas encore pas finalisée, une vidéo. Ce sera la première fois que nous aurons une vidéo, je vous le dis, sur les soins palliatifs, sur la façon d'accompagner au mieux justement les familles, les proches dans des moments plus particulièrement compliqués. Donc, n'hésitez pas à y revenir dans quelque temps, à regarder a posteriori, car elle n'y est pas encore dans ce cours 10. Ce que je voulais vous apprendre aussi, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous pouvez apporter des témoignages. Vous pouvez toujours laisser des témoignages sur Miellonnet, donc sur cette façon de partager, de laisser des commentaires, des ressentis, car c'est avec ça qu'on avance, avec du concret. Et justement, c'est grâce à cela qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir parler avec Karen, parce que nous nous sommes servis de pas mal de commentaires qui étaient déjà sur le MOOC, à présent depuis décembre. Nous nous sommes servis donc Viviane m'a aidé à faire une synthèse de tout ce qui a pu être posté, mais également je me suis occupée de la partie des vidéos avec des témoignages qui sont très riches. Il y en a, voilà, vous les verrez dans ce cours 10 qui est sorti aujourd'hui dans le MOOC, et justement des témoignages qui sont intéressants parce qu'on y voit toute la subtilité justement de l'accompagnement, du relationnel, et puis de pouvoir ensuite avoir l'expertise de Karen sur cette résilience partagée. Alors, donc, nous arrivons dans ce troisième temps à cette thématique, quoi, construire une résilience partagée. Et je voudrais laisser toute la place donc maintenant à Karen pour nous donner sa définition en fait. Qu'est-ce que la résilience, Karen? Merci à toi. Alors, c'est un concept qui vient d'assez loin, en fait, hein. On en entend beaucoup parler parce que depuis un certain temps, c'est très à la mode. On doit tous être résilients, mais on ne sait pas forcément en quoi ça consiste. Alors, la résilience, donc c'est le docteur Boris Cyrulnik, hein, qui, en tout cas en Europe, a rendu accessible ce concept. Et ça vient d'abord de la physique, hein, c'est la résistance au choc des matériaux, et notamment du métal. Et on l'a étendu aux sciences humaines. Et donc, on va dire, pour faire simple, que c'est la faculté des êtres humains à rebondir face à une situation traumatique extrêmement difficile à vivre. Alors, ce qui est intéressant dans ce concept, c'est que souvent on parle d'une résilience individuelle, hein. C'est vrai que souvent on entend parler d'une résilience que chacun, voilà, dans laquelle chacun pourrait être engagé. Mais en fait, quand on lit le travail de Boris Cyrulnik,
on se rend compte que cette résilience, c'est une capacité, certes, de la personne, mais aussi des groupes à dépasser des épreuves et à retrouver son ou leur équilibre en dépit de l'adversité. Donc en fait, ça nourrit un peu notre idée de cette résilience partagée, parce qu'en réalité, la notion de résilience, elle concerne aussi les groupes, hein, donc que ce soit le couple, que ce soit la famille. Et il y a deux aspects, en tout cas dans la résilience, qui me semblent importantes. C'est à la fois la résistance à la destruction, comme pour ces matériaux. Hein. Donc, le myélome multiple ne me détruira pas. Le myélome multiple ne détruira pas notre lien. Hein. C'est comment je préserve mon intégrité en dépit de l'épreuve de la maladie. Et le deuxième aspect, c'est la capacité à construire, en fait, une existence qui vaut la peine d'être vécue. Quand on regarde effectivement, quand on lit Cyrulnik, on se rend compte qu'il y a à la fois la résistance, donc je résiste, mais aussi la construction d'une existence valant la peine d'être vécue. Et je dirais que c'est ça qu'on a envie d'investir, c'est en dépit du myélome, en dépit des limites, de la douleur, de l'incertitude, en dépit de tout ça, comment on continue à pouvoir construire une existence qui vaille la peine d'être vécue. Et effectivement, ce soir, on va davantage s'intéresser à comment on peut le faire collectivement, c'est-à-dire pas soi tout seul en tant que malade, mais nous en tant que groupe, nous en tant que couple, comment on peut préserver ou retrouver cette capacité à construire une vie qui vaille la peine d'être vécue. Merci Karen. Donc nous allons justement continuer avec les témoignages que nous avons entre guillemets récupérés. Et nous arrivons donc à cette question. La maladie, c'est aussi une expérience collective. Et ce que je vous propose, c'est indépendamment de l'endroit, comme je le disais en début de webconférence, où vous pouvez poster vos questions dans l'onglet questions, en bas tout à fait à droite. Hein. Viviane les récupère et puis nous les donnera tout à l'heure après toutes les explications de Karen. Nous pourrons répondre à celles qui n'ont pas eu de réponse encore dans notre webconf. Donc voilà, nous allons commencer par cette question. La maladie, c'est aussi une expérience collective. Et je vais vous donner simplement, en élément de témoignage, quelques phrases, hein, quelques verbatims, c'est direct, il n'y a aucun jugement là-dessus, de ce que les personnes ont pu dire ou témoigner. Alors, nous avons une personne de 55 ans dans le MOOC qui nous a dit je ne l'ai pas encore annoncé à mes proches. Oui, voilà, je suis dans la bonne, voilà. Je ne l'ai pas encore annoncé à mes proches. Je pense qu'il faut attendre que mon hématologue me dise que l'on doit commencer le traitement. Mais peut-être devrais-je le faire plus tôt. Donc, on est un petit peu dans cette idée de questionnement pour l'autre. Une autre personne nous a dit aussi, je suis aussi inquiet pour ma compagne. Comment va-t-elle gérer tout ça? Je n'ai pas envie d'être un poids pour elle. Ce que je pourrais dire aussi comme élément d'illustration à Karen, si elle peut nous aider. Donc, un malade s'est exprimé et c'est mon épouse qui a pris la relève pour m'assister. Et maintenant, elle me supporte. Mais avec les traitements, c'est assez équitable. Je ne suis pas le mari qu'elle a connu. Une aidante nous a dit « La volonté fait qu'on a envie de garder que le positif de la vie et moi j'étais là pour me battre à ses côtés. Pour moi, je ne me suis pas imposée, c'était naturel, je ne sais pas, j'avais la force pour deux. » J'ai encore, parce que cette thématique, elle nous entraîne en fait vers pas mal de témoignages. Donc, une autre personne nous a dit, je trouve que la maladie nous a rendus plus solidaires. Elle a soudé le couple. Je dirais qu'elle a soudé la famille. Nos filles se soucient beaucoup de ce qui nous arrive. Une conjointe a exprimé que c'était une épreuve de la vie et qu'elle devait la surmonter ensemble.
avec le malade. Donc, enfin, les deux dernières possibilités de s'exprimer sur ce sujet, c'était: dans mon rôle d'aidante, j'ai essayé de l'accompagner du mieux que je pouvais en tant qu'épouse. On était chacun envahis par la peur. Et elle a dit aussi, des angoisses arrivent quand on pensait à ce qu'il pouvait y avoir derrière. Enfin, je terminerai par l'expression d'un malade qui parle de ses ingrédients de vie, il emploie ce terme-là, qui était principalement basé sur l'amour avec sa famille. Voilà, donc en fait, je te propose de nous parler, Karen, beaucoup mieux que moi, de ce sujet. Je te laisse la parole. Merci Maryse pour tous ces témoignages, et puis je lis aussi des témoignages des participants là, hein, que je remercie de partager avec nous certaines expériences de vie particulièrement difficiles, notamment relationnelles, et qui nous montrent que cet aspect relationnel, il est essentiel dans la vie en général, mais évidemment déterminant dans ces moments de maladie, et qu'on a de bonnes et de mauvaises surprises. Là, je rebondis un petit peu sur ce que je lis dans les échanges. Effectivement, c'est un peu une épreuve de vérité, si j'ose dire. C'est une épreuve extrêmement difficile, et il arrive que on n'y arrive pas, en fait. On n'y arrive pas en tant que couple, on n'y arrive pas collectivement, que certains proches, très proches, ne soient pas en capacité de répondre à nos besoins ou même d'assumer cette épreuve. Là, quelqu'un témoigne du fait que son épouse, par exemple, a demandé le divorce ou l'a quitté, etc. J'ai aussi, dans mon expérience clinique, malheureusement, des témoignages de patients et de proches qui disent qu'ils n'ont pas réussi à traverser cette épreuve ensemble, et que peut-être déjà il y avait des difficultés relationnelles, mais que bien sûr, devoir vivre une telle épreuve dans la durée, évidemment que ça fragilise. Ça peut renforcer, comme tu l'as dit, Maryse, comme tu as relayé ce témoignage, mais ça peut fragiliser aussi. Il n'empêche que, bien sûr, qu'une maladie aussi grave que le myélome, et avec laquelle on peut vivre longtemps, c'est-à-dire vivre avec cette maladie, aujourd'hui, c'est ce qu'on peut aussi attendre, de pouvoir quand même vivre et trouver son équilibre, mais vivre quand même avec la maladie, et avec ce que ça comporte. Évidemment que c'est une épreuve collective, parce qu'effectivement, comme tu l'expliquais, Maryse, le malade, mais aussi ses proches, peuvent ressentir de l'angoisse, de la culpabilité, de la fatigue, de l'épuisement, une difficulté à gérer l'incertitude, toutes ces questions sur l'avenir. Évidemment que ça bouscule, ça bouleverse totalement l'existence. La qualité de vie est impactée. Tous les projets sont remis en cause. En tout cas, il y a plein de choses qui vont devoir être vues différemment. Donc, ce tsunami, si j'ose dire, va emmener un petit peu tout le monde dans un premier temps. Et beaucoup de sentiments ou d'émotions ressentis par le malade sont aussi ressentis par la famille. Alors, évidemment, les proches ne sont pas à la place du malade. Bien sûr qu'il y a un vécu qui est très personnel, très intime de la maladie, mais la maladie impacte considérablement l'environnement. Sauf qu'on ne partage pas toujours nos sentiments et nos émotions entre nous. Par exemple, les proches peuvent être très angoissés, mais essayer de ne pas l'exprimer. D'ailleurs, ce qui est vrai aussi pour le malade. On ne dit pas forcément, mais souvent, on partage pas mal de sentiments et d'émotions qui sont tout à fait communes pendant l'expérience de la maladie. Et puis, cette maladie, on voit d'ailleurs pour que certains moments, ça peut aller jusqu'à des tensions, voire des ruptures, avec certains membres de l'entourage, familial ou amical, c'est que la maladie va changer les places de chacun, va modifier les relations dans le couple, dans la famille. Si j'étais le pilier de la famille et que tout le monde comptait sur moi et que voilà, je ne pouvais pas vaciller, si je tombe malade, en fait, ça va fragiliser toute la structure. Et effectivement, certains autour de moi pourront ne pas accepter que je sois fragilisée, tellement c'est essentiel que je tienne le coup, voire on ne se rendra pas compte que je suis en souffrance parce que moi, de toute façon, je suis plus forte que tout le monde. Et donc, je serai capable d'assumer cette épreuve. Et donc, on a des familles qui, par rapport à la place de chacun au moment de la maladie, on a des proches, finalement, qui vont avoir beaucoup de mal à s'adapter
Et les changements de place, bien sûr, parce qu'à un moment donné, si on était chef de famille, si on allait gagner sa vie, si on voilà, et bien d'un seul coup on est fragilisé, on peut être économiquement dans une situation compliquée, avoir l'impression de ne plus assumer totalement ses responsabilités, ce qui peut être une source de souffrance. Hein. À ce moment-là, il va falloir qu'on compte sur les autres pour faire parfois notre place, pour nous aider. Est-ce que c'est facile à accepter? Non. Hein, donc il y a plein de changements de place et de relations que va déclencher l'apparition de cette maladie dans une famille. Et ça, c'est difficile. Ça fait partie des choses qu'il va falloir éprouver ensemble. Heureusement, beaucoup de couples et de familles réussissent à réorganiser les choses, à retrouver un équilibre dans ces nouvelles relations. Mais c'est vrai que ça met ces places et ces relations sous tension. Et ça peut parfois, effectivement, créer des difficultés. Et puis, il va falloir qu'on adapte totalement sa vie et ses projets. Et ça, on doit le faire collectivement. C'est un petit peu ce qu'on abordera ensemble dans les prochains points de cette webconférence. Très bien, merci Karen. Et justement, je voulais poser une question complètement en dehors, mais qui concerne quand même la thématique d'aujourd'hui, qui a été posée par une personne dans le MOOC et qui disait: Notre association regroupe des malades du myélome, mais aussi des proches et des aidants. Quelle nuance y a-t-il entre proches et aidants? C'est une question qu'on a pu se poser nous-mêmes tous, chacun dans à un moment donné dans notre vie. Mais là, elle a été plus particulièrement posée dans le MOOC et je pense que c'est une question importante. Donc, quelle nuance y a-t-il entre proches et aidants? En 2 mots, est-ce qu'on peut répondre quand même à cette question, s'il te plaît? Alors, ça, en fait, on est plutôt sur des aspects presque législatifs. C'est-à-dire que nous, on disait tout le temps proches, en fait. C'est-à-dire qu'on parlait des proches pour parler de la famille, des amis, éventuellement des gens qui étaient des ressources. En fait, la notion d'aidant, c'est une notion qui est beaucoup plus aujourd'hui une notion légale au sens où l'aidant, en fait, est reconnu par la loi comme ayant effectivement une mission particulière auprès du malade. D'ailleurs, ce statut est maintenant reconnu et peut même donner droit à des congés, peut donner droit à certaines aides financières, etc. Donc, la notion d'aidant, en fait, c'est plus un glissement, en fait, de la notion de proche à une notion plus légale, en fait, qui donne un statut et qui ouvre droit à un certain nombre d'avantages ou de financements ou de facilités multiples et variées. Donc, en réalité, je dirais que c'est a priori la même chose, c'est-à-dire qu'un proche, à partir du moment où il est une ressource habituelle, régulière, pas forcément quotidienne, hein, mais je dirais habituelle et régulière et identifiée comme telle, est un aidant. Voilà. Tous les aidants sont-ils des proches? D'une certaine manière, oui. Tous les aidants ne sont pas forcément des aidants familiaux. Hein. On a des aidants, des membres, enfin, des amis, des voisins. Voilà. On a des aidants professionnels. Nous-mêmes, on est considérés par la loi comme des aidants professionnels. Donc finalement, voilà, je dirais que c'est plus dans un cadre peut-être de reconnaissance ou législatif que la notion d'aidant est apparue. Merci beaucoup. C'est très bien qu'on ait pu quand même mettre des mots et en parler. Je te remercie, Karen. Donc, nous allons passer au deuxième questionnement que nous avions prévu pour ce soir. La résilience dans la communication. Donc, je vais vous apporter des éléments d'illustration sur cette bonne communication. Hein. Est-ce que cette bonne communication, elle peut aider au contraire d'une mauvaise communication qui pourrait être plus difficile à vivre voilà, pour les personnes? Alors, dans les témoignages, j'ai quelqu'un de 59 ans dans le MOOC qui s'exprime. J'ai vécu un tsunami pendant un peu plus de 2 ans, à chercher des réponses sur ce qui aurait pu être évité, pourquoi n'ai-je pas été entendue. J'ai eu énormément de difficultés de communication avec le corps médical. Il y a aussi cette communication avec tous les intervenants hein, dans le parcours de soins. Voilà, il y a également le corps médical. Voilà, encore un manque de communication donc dans un autre commentaire, une personne a dit: Tout le monde est gentil là où je vais, mais aucune communication ni explication. Et je pense vraiment à changer d'hôpital pour la suite, et où il y aura une unité
et ma vie. Bon, ça, c'est un Mmh. élément que nous avons à l'F3M, pourquoi pas. Car mes troubles et douleurs, je ne sais pas s'ils sont imputables au myélome, mais voilà, elle voudrait le savoir plus particulièrement, donc communiquer. La malade nous a dit aussi, dans une réunion préparatoire, par contre, là, c'est en vidéo de 2018, pour m'aider, ma compagne a été présente tout le temps. Elle était déjà dans le milieu médical. Elle m'a déjà beaucoup aidée. Elle a posé de bonnes questions au médecin. Ensuite, nous avons un malade qui s'est exprimé aussi dans une de ces réunions. La maladie nous a énormément rapprochés. Il y a une attache qui est profonde avec, avec son épouse. Voilà, donc les éléments d'illustration que j'ai pour cette question. Est-ce que je te laisse la Oui. parole, Karen, et je te remercie. Alors, la communication et la résilience. Alors, on voit que les patients vont évoquer assez naturellement et spontanément la communication médicale ou paramédicale. Alors là, on a tous des expériences un peu différentes, mais on peut tout connaître en termes de communication médicale. Hein. Je pense qu'il y aurait des tomes et des tomes de livres à écrire, avec plus ou moins de bonheur les uns et les autres. Hein. C'est que certains d'entre vous, nous, ont eu la chance d'avoir des interlocuteurs qui avaient une communication adaptée, compréhensible, on va dire qui soit en tout cas aidante. Et puis, on a aussi certains d'entre nous l'expérience d'une communication soit insuffisante ou absente, soit brutale, incompréhensible. Bon, donc je dirais qu'en termes de communication avec les professionnels de santé, on a pu avoir des expériences plus ou moins heureuses. Donc, effectivement, si l'environnement médical et paramédical communique bien, de manière adaptée, claire et bienveillante avec nous, bien sûr qu'il est plus facile d'être résilient. Ça, là-dessus, on peut le dire. Par rapport à notre propos, moi, je m'intéressais un peu plus à la communication dans le cadre de la famille et dans le cadre du couple. D'abord, de se dire que se comprendre, c'est pas une évidence. Voilà, c'est juste, voilà, on peut s'aimer beaucoup, on peut se préoccuper beaucoup les uns des autres, mais c'est pas pour autant qu'on se comprend. C'est difficile de se comprendre. Et c'est d'autant plus difficile qu'on traverse une épreuve, que chacun est débordé par ses émotions, ses difficultés, ses sentiments. Donc, si vous voulez, déjà, c'est pas facile de se comprendre, mais encore plus difficile quand on est face à une épreuve comme le myélome. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? En fait, ce qui va se passer quand on a du mal à se comprendre et qu'on doit gérer des émotions et des sentiments, on va avoir tendance à ne pas dire. Beaucoup d'entre nous, dans ces cas-là, on ne va pas dire. Et en fait, là, alors si parfois ne pas forcément s'exprimer n'est pas une mauvaise solution, hein, des fois on peut se dire c'est mieux d'attendre, c'est mieux peut-être de le dire autrement, peut-être que je risque de blesser, peut-être que je me trompe, enfin bon. Je ne dis pas qu'éventuellement ne pas exprimer les choses, ce soit toujours une mauvaise solution, mais par contre, ce que moi j'ai pu identifier depuis longtemps dans ma pratique, c'est qu'il y a beaucoup de non-dits dans les couples, dans les familles, autour du myélome, autour du vécu de cette maladie, autour des difficultés des uns et des autres, et que ces non-dits vont devenir souvent très toxiques et vont nous éloigner les uns des autres. Donc moi, j'ai envie de dire, c'est pas facile de se comprendre, mais ça vaut quand même la peine d'essayer de communiquer. Alors, on n'est pas toujours la façon, mais en tout cas, c'est important d'avoir à l'esprit que ne pas communiquer, ne pas dire, même si ça vous donne parfois le sentiment de préserver un équilibre, en fait, ça risque de coûter assez cher en termes de qualité de lien et ça risque de vous isoler davantage. Alors évidemment, ce qui compte, et c'est pas facile, c'est la façon de dire les choses. Alors là, bien sûr, il y a nos caractères et nos personnalités aux uns aux autres. Hein, donc, ça, il faut déjà faire avec ça, ce qui n'est déjà pas une évidence, même quand on n'est pas malade ou qu'on n'est pas proche de malade. Mais effectivement, je crois que beaucoup de choses peuvent être dites et certainement doivent être dites, doivent être exprimées pour éviter de la distance, la frustration, le ressentiment, l'isolement. Mais attention à la façon. Par exemple, si moi, en tant que proche, je trouve que le malade a été un peu agressif ou injuste avec moi, non, ne le gardez pas pour vous. Je veux dire, vous n'avez pas un enfant en face de vous.
la personne, elle est malade, mais on est dans une relation équilibrée, équitable. La personne est adulte, elle a aussi des marges de manœuvre, elle peut aussi faire mieux. Il y a plein de choses dont elle ne se rend pas compte. Donc, si vous avez vécu en tant qu'aidant quelque chose de douloureusement, bien sûr qu'il faut l'exprimer. Mais il faut essayer de l'exprimer de manière assertive, hein, c'est un peu le terme consacré, c'est-à-dire pas sous le coup de l'émotion, de la colère, plutôt au bon moment, dans un moment d'apaisement, et dire plutôt, voilà, bah, ce que tu m'as dit ou la façon dont ce que tu fais à ce moment-là, moi ça me blesse, je comprends pas, je trouve ça injuste. Donc soyez transparent sur ce que vous ressentez, mais choisissez plutôt le bon moment et essayez de le dire de manière non agressive, c'est-à-dire si possible pas à chaud. Bon, si possible. Un autre exemple. Par exemple, un proche qui serait trop maternant, il serait là, toujours demander, t'as pris ton cachet, t'as pris tes médicaments, mais non, faut que tu manges plus, mais comment ça, mais qu'est-ce que tu fais, quoi tu sors, t'as pas mis ton écharpe, etc. Alors même si ça peut faire plaisir qu'on s'occupe de nous, il y a certains moments, franchement, c'est trop. Eh bien, si c'est ce que vous ressentez, il faut le dire. Parce que le proche, il est bienveillant, il croit bien faire, mais s'il est à côté de la plaque, là aussi, vous allez vous agacer. Et qu'est-ce qui va arriver à un moment donné? Vous allez être vous-même agressif, vous allez être dans un rapport qui va devenir dégradé parce que vous ne vous serez pas exprimé. Donc, pareil, dites les choses, mais essayez de trouver le bon moment. Pas quand vous êtes agacé, mais dites, écoute, moi, je me sens vraiment incapable quand tu t'occupes de moi à ce point-là et que tu me poses 10 questions à la minute. Voilà, j'ai besoin aussi de sentir que je suis toujours capable. J'ai besoin voilà, je suis pas en sucre. Certes, j'ai un myélome, mais bon, voilà, je suis là. Ça va, je fais du sport, de l'activité physique, je m'occupe, je suis encore capable de plein de trucs. J'ai pas envie de me sentir handicapée. Bon. Et dans ces cas-là, votre proche peut l'entendre et il faut que vous le disiez parce que vous voyez à quel point ça peut dégrader les relations de ne pas s'exprimer là-dessus. Mais évidemment, dans une communication assertive. Alors, les principes de la communication, c'est d'abord éviter de nuire, c'est comme en médecine. Donc, on va essayer de faire attention de ne pas l'envoyer comme quelque chose de définitif, d'extrêmement blessant, de radical, un truc sur lequel vous aurez du mal à revenir. Donc, on va éviter les dégâts, on va dire, si possible. On choisit le bon moment, un moment d'apaisement. C'est pas forcément dans ces moments-là qu'on a envie d'aborder les problèmes, mais si, je vous encourage à le faire. C'est quand ça va bien, qu'on est détendu, qu'on est bien ensemble qu'il faut aborder les problèmes, en réalité, même si c'est pas le moment qu'on aimerait pour ça. Maintenir la communication non verbale, c'est aussi important. C'est qu'on ne sait pas toujours comment dire les choses. Des fois, on n'a pas envie de parler, mais un regard, un sourire, un petit geste, une petite attention, c'est important. Donc, si vous pouvez rester dans ce lien-là, même quand communiquer verbalement est compliqué, ça peut éviter de mettre trop de distance et de vous isoler les uns des autres. Et puis, à un moment donné, parler ensemble de comment on améliore la situation, qu'est-ce qu'on peut changer, comment on peut collectivement s'adapter, parce que justement, la maladie, ça concerne tout le groupe, ça concerne toute la famille. Donc, c'est important d'avoir presque ces petits conseils de couple ou ces petits conseils de famille où on pose les choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment on solutionne ça? Comment on fait ça différemment? Comment on arrive à trouver un compromis? Il faut que vous créez ces conditions de pouvoir échanger clairement sur quoi on va partir ensemble. Parce qu'effectivement, s'il y a trop de non-dits, vous allez vous éloigner, beaucoup de tensions et d'incompréhension vont se renforcer, et là, les risques de conflit, voire de rupture, seront majorés. Et évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, je remets mon micro. Merci beaucoup, Karen, pour ces éclairages. C'est très intéressant. Nous avons eu justement ça a fait réagir des personnes sur le chat. C'est très intéressant. Des personnes qui disaient que déjà dans leur couple, ça allait pas bien au niveau de la communication. Et naturellement, c'est le myélome a fait encore plus ressurgir cette difficulté. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui existe, quoi. Merci beaucoup. Nous allons passer à la diapo et voilà, à la question suivante. Donc, la résilience dans les projets, l'importance des activités naturellement et des projets communs dans le vécu du malade. Hein, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, en ce qui concerne ce
ce sujet, j'ai quelques témoignages. Au moment d'une rechute, une personne s'est exprimée dans le MOOC, elle a dit qu'elle avait eu beaucoup de nouveaux traitements de chimio. Je m'écroule à nouveau, une très grosse dépression. J'ai dû revoir le corps médical de ville pour le changer. Mais elle exprime quand même que l'humour m'aide beaucoup, beaucoup. Elle le dit 2 fois. Une autre personne dans le MOOC a dit: «Je vis seule et lorsque j'ai pu reprendre le volant, j'ai demandé à voir la psychologue de l'hôpital. Cela a été d'un grand secours et sur les conseils de cette dernière, afin d'évacuer cette colère». Et voilà. Ensuite, nous avons une aidante qui nous a témoigné. Ce fut une période difficile parce que nous avions des projets. Nous étions en train de partir à la retraite. Donc ça, c'est dans une des réunions préparatoires à la JNM qui avait été filmée en 2018. Nous avions des projets. Donc l'important à ce moment-là est le soutien. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Donc, comment elle dit, comment est-ce que j'ai pu aider mon époux? Ben, je l'ai aidé dans l'accompagnement en allant à toutes les consultations avec le soutien psychologique et soutien logistique en parlant de la maison. Le soutien social aussi et garder le lien avec les amis et avec la famille. Pour elle, voilà, ce sont des moyens de faire face dans ces activités-là. Alors, est-ce que j'ai d'autres témoignages qui pourraient nous intéresser? Oui, j'en ai encore 2. Voilà, j'ai repris une vie presque normale. C'est un témoignage du MOOC. Je fais du vélo électrique. Je pratique la marche non, ça, alors, attendez, ça. Là, nous sommes dans le. Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, voilà, je fais du vélo électrique, je pratique la marche nordique, je fais du taïsu, mais j'écoute aussi mon corps aussi. Lorsque je suis fatiguée, je ralentis. Et enfin, dernier témoignage, je peux dire qu'il y a un avant myélome et il y a un après. Ça, c'est dans une vidéo qui se trouve dans le MOOC. C'est un malade qui dit ça. Et un après, où j'ai appris à prendre plus soin de mon corps, être plus attentif à de petites choses. Voilà ce que je peux rajouter dans cette question. Karen, je te laisse la parole, bien sûr. Alors, myélome multiple et projet. Peut-être que certains d'entre vous vont vivre ça comme une provocation. Mais en fait, non, parce que tous, je pense que vous continuez autant que possible à essayer de maintenir des projections vers l'avenir. La résilience, c'est effectivement décrit en partie comme cette capacité à construire une vie qui vaille la peine. Donc, évidemment, à continuer quand même à se projeter dans cette vie. Évidemment, ce n'est pas toujours simple. Il y a des moments où on n'y arrive pas forcément. Mais comment, à un moment donné, à travers ces petits et ces grands projets, même éventuellement, pour certains patients que je connais, on va pouvoir construire ensemble cette résilience. Alors, évidemment, l'apparition du myélome dans l'existence, d'un seul coup, ça remet en cause évidemment beaucoup de choses, ça menace notre vie même. On se dit qu'on risque de mourir prématurément, en tout cas bien avant ce qu'on aurait projeté ou espéré. Et ça rabat toutes les cartes de notre vie, évidemment. Et donc, il va falloir qu'on continue à vivre et à avancer avec un niveau d'incertitude qui est quasiment en réalité ingérable. C'est une réalité. On doit vivre avec cette incertitude. Est-ce que le myélome est-ce que je vais avoir une rechute? Est-ce que ce nouveau médicament continuera à marcher? Est-ce que le traitement innovant sera disponible quand j'en aurai besoin? Est-ce que je serai encore là? On me parle de tel projet, de tel petit enfant, etc. Est-ce que je serai encore là pour le voir? Évidemment que ces questions-là, on se les pose. Mais finalement, vivre avec cette incertitude, est-ce que ça veut dire vivre en attendant que quelque chose arrive, c'est-à-dire que ça s'arrête
est-ce qu'on peut vivre avec l'idée qu'on attend, on est dans l'expectative et on se dit qu'à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, ça va s'arrêter? Quelle vie, justement, vaudrait la peine d'être vécue, puisque c'est ça hein, qu'on recherche, cette vie qui vaut la peine d'être vécue, si ça doit être une forme de survie dans laquelle on attend que quelque chose advienne, qui d'ailleurs peut advenir dans très longtemps, voire qui n'adviendra pas, parce que vu effectivement les progrès, mais absolument fulgurants que j'ai vus ces dernières années en hématologie, on peut même espérer qu'à un moment donné, ça ne nous tue pas le myélome. Donc là, l'enjeu, ça va être comment j'arrive à construire cette vie avec ce niveau d'incertitude. Et ça, c'est difficile. Et il y a des moments, bon, on se demande vraiment si on va y arriver, c'est normal. Alors, ça passe par les projets, parce qu'en fait, ce qui va nous permettre de donner un sens, c'est aussi de voir un petit peu plus loin. Parfois, on a du mal à voir loin, mais un petit peu, c'est-à-dire vraiment avoir la capacité de projeter et d'avoir des petits projets, puis peut-être un peu des projets plus ambitieux. Ça consiste déjà, quand il s'agit de projets communs, à partager, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement, si vous voulez construire cette résilience commune, partager davantage avec vos proches. Alors, ça peut être partager des repas, une balade, des jeux avec les petits-enfants, ça peut être partager des concerts, des films, des séries. Ça peut être partagé une démarche associative, une démarche spirituelle, une démarche artistique. Mais en tout cas, si vous voulez effectivement avoir plus de chances de construire cette résilience partagée, eh bien, il faut partager. Donc, on aurait tendance, quand on est devant l'adversité, parfois à se mettre chacun dans notre bulle. Mais en fait, même si on a besoin de ces moments-là, hein, bien sûr, hein, de solitude ou de faire ces choses à soi, en fait, il va falloir qu'on soit dans cette dynamique qui n'est pas toujours spontanée quand on ne va pas bien, de partager ces moments et de partager ces petits projets avec les proches. Alors, les petits projets, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'entre vous, des petits projets, vous en faites, ne serait-ce que sous la pression de l'entourage. Ça peut être planter des choses dans le jardin au printemps, ça peut être faire la cuisine, hein, sur lesquelles on ne va pas être d'accord, ça va être des tas d'occasions d'en discuter plus ou moins dynamiquement. Ça peut être s'engager dans des cours de yoga, aller faire de la randonnée, organiser un petit week-end, voilà, modestement, avec les limites physiques qui peuvent s'imposer à nous. Mais ça va être continuer à faire des petits projets. Mais même, pourquoi pas des grands projets? Pourquoi pas des projets de voyage? Pourquoi pas, il y a des choses qui peuvent s'organiser, hein, il y a des périodes où c'est peut-être possible, et même des changements de vie. C'est-à-dire que là, encore récemment, j'ai une patiente donc, qui a un myélome multiple, qui vit avec son mari. Elle ne travaille plus. Lui va être à la retraite. Ils avaient décidé de ne pas bouger, de rien changer. Ils sont très, très tétanisés par cette situation depuis un certain temps. Ils ont des amis très proches qui vivent au bord de la mer, vers La Rochelle. Et ils vont les voir régulièrement. Et elle me dit, j'ai remarqué que quand on était là-bas, on ne pensait plus à la maladie. Et quand on revient, d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on a une chape de plomb qui revient sur nous. On est tous les deux, on est dans la maison, on est isolés. Voilà, les enfants sont occupés, ils ont leur vie ailleurs, ils ne sont pas dans la région. Eh bien, vous savez quoi? On s'est dit pendant longtemps que plus rien n'était possible. Eh bien, on l'a évoqué comme ça, un peu comme avec humour, comme ça, un peu comme une plaisanterie avec les amis. On va déménager, on va vendre notre maison ici et on va s'acheter un petit appartement à La Rochelle. Et donc, effectivement, même avec la maladie, même avec ce niveau d'incertitude, on peut même faire des projets de changement de vie considérables si, dans ce changement, on peut avoir la chance de trouver ce sens, ce plaisir, cet équilibre de vie qui nous manque. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait possibles et que moi, je vois à l'œuvre chez les patients, en dépit de ces incertitudes. Merci beaucoup. Merci Karen. Enfin, je pense que ce sont des éléments de réponse qui nous parlent, qui nous donnent à tous des idées, des pistes. Et en plus, j'ai regardé attentivement, là, pendant que tu parlais, certains témoignages dans le chat, hein, des personnes qui ont exprimé quand même effectivement ce que tu disais, c'est-à-dire que
Dans la communication, il n'y a pas juste le fait, voilà, que ça soit quelque chose à faire de façon, enfin, que ça soit basique, quoi. C'est quand même quelque chose qui porte ses fruits après dans le bien-être avec l'autre. Et une personne exprimait le fait qu'elle n'était pas écoutée, qu'elle avait besoin de cette écoute, elle ne se sentait pas écoutée, donc elle ne pouvait pas avancer. Mmh. Elle a employé ce terme-là, voilà. Tant qu'elle n'était pas écoutée, elle ne pouvait pas continuer d'avancer. Mmh. Donc merci beaucoup pour tout ça. Nous allons passer à la diapo suivante parce que naturellement, nous avons un timing. Donc la résilience dans les projets, je te laisse, donc bah, je pense que là, est-ce que tu penses que l'on a encore des pistes de résilience en commun? Est-ce que tu veux prendre la parole? Je te laisse, t'exprimer sur le sujet. Alors là, Ou est-ce que c'est sur la résilience dans le quotidien, il y a des choses qu'on avait ouais, déjà évoquées, mais que d'accord. je vais pouvoir de nouveau. Ouais, En tout cas, il y a des pistes que je peux vous proposer par ailleurs. Alors super. la résilience, que ce soit individuellement ou collectivement, ça passe. D'ailleurs, c'est ce qui s'explique le Cyrunique, c'est que ça passe par un changement de regard. Donc souvent, ce qui permet de trouver des voies possibles, c'est de changer un peu son regard sur les situations, sur les choses de toutes simples de la vie quotidienne. Et ça peut commencer par changer ses habitudes. Donc en fait, si vous voulez effectivement rentrer dans une nouvelle dynamique, parfois ça peut passer par le fait de changer simplement vos habitudes et sortir un petit peu du train-train, de la routine. Ça peut créer une dynamique en fait positive, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui pourrait nous donner envie, quelque chose qui redynamiserait quelque chose. Au niveau de cette résilience au quotidien dans la relation, ce qui est important, c'est rester en contact. Et quand je dis rester en contact, c'est certes discuter, mais c'est aussi un contact physique. On sait à quel point la maladie peut impacter en fait, on l'a vu déjà pendant le Covid, hein, c'était une horreur, hein, c'est-à-dire qu'on était tous des pestiférés les uns pour les autres, on pouvait plus se toucher, plus s'approcher, enfin ça a été, je pense que ça a fait pas mal de dégâts aussi, hein, cette distance physique, mais c'est très important de garder le contact. Donc, quand je vous dis garder le contact, c'est garder même le contact physique. C'est-à-dire que plutôt que d'être assis chacun d'un côté pour regarder une série ou un film, asseyez-vous l'un à côté de l'autre. Quand vous vous baladez, vous avez perdu l'habitude, c'est pas forcément pratique, on marche pas au même rythme. Reprenez-vous la main, tenez-vous les épaules, rapprochez-vous. C'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de faire, ça dépend des familles, ça dépend des personnalités. Mais dans la dynamique de résilience, il faut savoir que garder ce contact, ça va faciliter la compréhension, ça va amener du bien-être et ça va être un élément au quotidien qui peut faire la différence. La famille, elle doit aussi alimenter les liens. Hein, c'est aussi à la famille de faire attention, d'appeler régulièrement, d'envoyer des petits mots et de maintenir elle-même ce lien, de venir, etc. Bon, évidemment, ça, c'est pas forcément le malade qui peut le décider, mais ça, c'est pour les proches. Hein. Je pense que c'est très important que les familles aient cette conscience et maintiennent au quotidien ce lien. Ce qui va être important pour cultiver la résilience je dirais commune au quotidien, ça va être de limiter les plaintes et les propos négatifs. En fait, même si bien sûr on a des choses dont on a envie de se plaindre, il faut savoir que psychologiquement, il y a des études qui l'ont très bien montré, quand vous exprimez du négatif, vous alimentez psychologiquement votre équilibre en négatif, c'est-à-dire que plus vos propos sont anxiogènes et dépressogènes, plus vous serez déprimé, plus vous serez anxieux. Donc en fait, on sait que verbaliser le négatif va constituer une charge négative psychologique et relationnelle. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'exprimer. On entendait tout à l'heure quelqu'un qui disait « j'ai besoin d'être entendu ». Bien sûr qu'il faut être entendu, mais il y a des choses importantes à exprimer. Puis il y a le négatif, la râlerie du quotidien, la plainte récurrente qui n'a pas forcément une nécessité, qui est plus devenue une habitude. Là, je vous alerte là-dessus parce qu'en fait, ça va peser psychologiquement très lourd et relationnellement très lourd. Et on fait tout ça hein, à certains moments, hein, sans s'en rendre compte.
Par ailleurs, évitez le climat négatif, les infos en continu. Et je lisais tout à l'heure, ça m'amusait, certaines personnes, entre guillemets, toxiques. Quelqu'un disait les pseudo-aidants toxiques. Là, je vous encourage pour alimenter cette résilience de autant que possible prendre de la distance avec les gens qui vous font pas du bien. On n'est pas obligé. Alors, il y a des fois, on est poli, on est bien élevé ou on a quelques responsabilités qui nous obligent à faire au moins le service minimum. Mais là-dessus, pour que vous alliez bien, il va falloir que vous fassiez pas mal de ménage. Et effectivement, à la fois dans votre environnement, ce que vous écoutez, ce que vous lisez, peut-être ce que vous évoquez, mais aussi les personnes avec lesquelles vous êtes en lien. Et si vous identifiez que certaines personnes ne savent pas se positionner, sont anxiogènes, que la communication ne vous apporte pas, voire au contraire, ça crée un stress, effectivement, bon, après, il faut parfois le faire de manière diplomatique ou assurer un service minimum, je le dis encore, c'est pas toujours possible d'être aussi radical, mais en tout cas, mettez les gens, ces gens-là, ces relations-là à distance pour vous aider à préserver ou à retrouver votre équilibre. Ça va être très important. Il faut aussi accepter pour que cette résilience partagée soit possible que l'autre ait besoin aussi de son espace. Bien sûr, faire des choses ensemble, mais aussi accepter sereinement, sans culpabilité, sans jugement, que l'autre ait besoin aussi d'avoir des moments à lui, des moments pour respirer, des moments pour vivre autre chose. Voilà, donc ça va être important de l'accepter. Important aussi de se faire confiance à soi, bien sûr, mais aussi aux autres qui sont autour de nous, à leur capacité à gérer, à faire face, à supporter, à entendre ce qu'on a à leur dire. Donc, c'est important, cette confiance. Et puis, cultiver, et ça, on le voit aussi dans pas mal d'études au niveau de la résilience, la bienveillance et la gratitude. Il y a plein de choses qui sont dures à vivre, il y a plein de choses qui justifient légitimement qu'on s'en plaigne, mais il y a aussi beaucoup de sources de satisfaction. Il y a beaucoup de gens qui nous ont apporté, qui nous apportent encore, que ce soit des professionnels ou que ce soit des proches. Et je crois que c'est important aussi de ne pas laisser disparaître derrière les symptômes de la maladie, les préoccupations, les insatisfactions, les sources de révolte, de ne pas laisser disparaître les sources de bienveillance et de gratitude. Parce que quand on est malade, on a aussi dans son parcours des choses qui peuvent vraiment nous donner matière à être heureux et à être satisfait et à sentir que humainement, il y a des choses qui tiennent la route. Mais parfois, c'est un peu caché par beaucoup de choses négatives. Hein. Et donc, c'est important de ne pas perdre de vue ces dimensions-là parce qu'elles vont nous aider individuellement, mais aussi collectivement, à être plus résilients face au myélome. Merci beaucoup, merci Karen. Donc, nous allons aborder le dernier questionnement de cette webconférence, qui est se faire aider ensemble avec des illustrations de justement de soutien psychologique ou autre hein, pour le couple et pour la famille. Alors, j'avais relevé justement dans ce sujet une personne qui s'exprimait dans le MOOC et nous disait mon médecin traitant est parti à la retraite et la remplaçante ne me connaît pas. Alors, gros découragement et morale en baisse. Je n'ai d'ailleurs jamais rencontré de psychologue. Cela m'aurait aidé lors de l'annonce de la maladie. Les infos, je les pêche auprès de l'AF3M, du MOOC. Heureusement qu'ils existent et merci à eux et à vous tous. Aussi une personne qui nous a dit dans une réunion donc de 2021, c'est une personne malade du myélome, qu'elle ressentait une plus grande liberté pour s'exprimer devant une psychologue qu'avec un proche justement, et qu'elle pouvait mieux exprimer ce par quoi elle était passée. Voilà ce que je pouvais en dire. J'ai encore trois témoignages qui peuvent être intéressants. Une aidante, une fille, donc de quelqu'un touché par le myélome, nous a dit que le choc a été immense pour son papa, pour elle et puis pour ses proches. Pouvoir échanger avec des malades et des aidants m'a beaucoup aidé à mieux comprendre et appréhender cette maladie.
Dans le MOOC aussi, une personne nous a écrit. La F3M m'a également beaucoup aidé pour comprendre ce qu'est le myélome. J'ai participé à des réunions, j'ai suivi le MOOC et je voudrais remercier toutes les personnes qui œuvrent au sein de cette association. Merci à elle. Voilà. Enfin, je terminerai par, dans une vidéo, une personne nous a dit, si c'est une aidante, on a pris la décision de se faire aider pour rentrer en communication l'un avec l'autre, car on ne pouvait plus se comprendre. Voilà, je te laisse t'exprimer. Oui, mais alors effectivement, accepter de se faire aider. Alors déjà, accepter de se faire aider Ouais. soi-même en tant que malade ou d'ailleurs en tant que proche. Vous voyez dans les témoignages, je dis pas que c'est magique, et puis des fois, il y a des gens qui ont trouvé que ça répondait pas à leurs besoins. Mais globalement, mon expérience et celle de mes collègues montrent qu'en général, on a une plus-value dans le parcours des patients et que vraiment, ça vaut la peine d'essayer, en tout cas. Et dans les centres qui vous prennent en charge, il y a en général, en tout cas c'est normalement prévu, des psychologues qui peuvent vous accueillir. Donc n'hésitez pas au moins à tenter l'aventure, même si vous trouvez au final que vous ne voulez pas continuer. La plupart du temps, on tire un bénéfice. Et effectivement, la résilience partagée, ça veut dire se faire aider ensemble. Ça veut dire être accueilli par le psychologue en couple, ou même parfois, moi j'ai eu avec les enfants adolescents, voilà. Ça peut permettre d'améliorer ou de rétablir une communication qui serait vraiment dégradée. De voir quelqu'un d'extérieur, de pouvoir s'exprimer sereinement, ça peut être extrêmement bénéfique. On a effectivement le soutien des associations, la F3M, la Ligue, qui peuvent aussi avoir des initiatives pour permettre un accompagnement, pas seulement de soi, mais aussi peut-être du couple ou de la famille. On peut se rapprocher aussi, il y a des groupes de parole, il y a des choses comme ça. Et puis certains, on en connaît, qui ont pu s'engager dans un accompagnement spirituel, voire religieux, et ça a pu beaucoup les aider. Et ça, voilà, ça fait aussi partie des ressources d'aide et d'accompagnement qu'on peut vivre en couple ou au niveau familial. Voilà, hein, donc ça peut être aussi des pistes selon sa sensibilité. Voilà, ça peut apporter beaucoup de choses. Mais en tout cas, vraiment, pour pouvoir soit entrer dans cette résilience partagée, soit la maintenir, soit rétablir quelque chose qui serait dégradé et éviter les catastrophes, les ruptures, les conflits et la souffrance liée aux difficultés relationnelles ou de communication, je vous encourage vraiment à les consulter. C'est pas une démarche facile. C'est vrai que on a l'impression effectivement d'aller un peu exposer son intimité, mais ça peut vraiment, vraiment améliorer les choses. Ça vaut la peine d'essayer en tout cas. Je vous encourage à le faire. Merci beaucoup, Karen. Nous arrivons, je pense, petit à petit vers la fin de notre webconférence, mais qui ne va pas se terminer sans écouter Viviane, qui va nous communiquer maintenant les questions qui ont été retenues et auxquelles on n'a pas encore répondu, Viviane. Oui. La plupart concernent la non-communication verbale. On en a abondamment parlé tout à l'heure avec Karen, qui entraîne parfois de très gros dégâts. Oui. Je conseille à tout le monde aussi, bien sûr, de contacter des professionnels extérieurs aux proches et à la famille pour essayer de nettoyer, si je peux dire, un peu cette ambiance de non-communication verbale. Ça fait beaucoup de bien. Il faut, comme on vient de le dire, faire la démarche, s'exposer un petit peu, mais ce n'est pas au moment de l'annonce de la maladie nécessairement qu'on en a besoin, mais parfois avec un peu de recul, Oui. quand on voit toutes les implications que l'on a à devoir changer sa vie en fonction de la maladie. Alors j'ai vu aussi pas mal de projets de vie qui ont fait que les patients ont repris le dessus, mais d'une façon vraiment formidable aussi. Des gens qui ont eu des petits-enfants qui sont nés à ce moment-là, même une jeune femme qui a eu l'annonce de la maladie quelques mois après la naissance de son fils, et il a maintenant 21 ans, voilà. Donc ce sont quand même de très bonnes nouvelles. Maintenant, les projets de vie aussi sont parfois
dans la famille, tout simplement, de l'aide, donc les 4 petites filles qui sont les meilleurs médicaments ou bien qui sont de la physiothérapie. Ne pas oublier non plus les trucs et astuces. Je pensais à tout à l'heure, j'ai vu une dame qui mettait: «Quand je prends de la cortisone, je porte un badge pas facile à supporter, ça aide». Alors, ne pas oublier les associations qui peuvent aider comme la F3M ou pour la Belgique, l'association MIMU. Heu, Parler bien sûr à ces professionnels de la santé, heu, poser toutes les questions qu'on a envie de leur poser et ne pas, rester, en attente de ce qu'ils peuvent dire parce qu'ils n'ont qu'un temps limité pour vous recevoir et si vous n'arrivez pas avec les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses non plus. Ne pas hésiter non plus parfois à changer de médecin. Parfois, ça apporte un jour nouveau sur les traitements, sur la façon de les aborder et sur la façon de vivre. Je vois aussi ne pas être infantilisé par les proches. C'est important aussi parce que c'est parfois aussi pesant quand on vous dit, à longueur de temps: «Mais tu devrais te reposer, laisse ça pour l'aide familiale, ne te fatigue pas» et oui, non, ça, il faut oublier. Au fur et à mesure que les forces reviennent un petit peu à la fois, il faut oser reprendre ses activités. Ça fait partie des projets communs. La peur de voyager, c'est vrai, c'est un peu mon cas aussi, mais c'est parce que nous avons pas mal d'activités à la fois sociale et de remise à niveau physique, mais il faut savoir se donner un projet dès que la possibilité en existe. Alors, j'ai vu aussi, donc dans les projets communs, il y a aussi le regard des autres. Le regard des autres parce que parfois on vous regarde et quand vous allez un petit peu mieux, on vous dit: «Ah ben, ça va, tu as bonne mine, ça va, c'est que tout va bien quoi, donc c'est pas si grave que ça». Donc voilà, c'est un petit peu, tout ce que j'ai retenu parce que beaucoup de Très questions ou de bien. remarques se recoupent et voilà, c'est surtout Bien. ça. Ben, Alors, merci Tout beaucoup, vivre, Liliane. voilà. juste une petite question à laquelle je vais répondre parce que je l'ai lu dans les questions par rapport au Voilà. financement du soutien Ah oui, psychologique, oui, si vous ça je l'ai vu permettez. aussi. Je ne l'ai pas mis. C'est que effectivement, vous pouvez consulter librement et sans coût supplémentaire les psychologues de vos services de soins en hématologie. Quand il s'agit d'une prise en charge à l'extérieur, les associations, notamment la Ligue contre le cancer, dans certains départements, prévoient des prises en charge gratuites, en tout cas financées par la Ligue, au bénéfice des patients et des proches. Si vous sollicitez un psychologue à l'extérieur, alors là, vous aurez rarement des psychologues spécialisés en oncohématologie, mais des psychologues cliniciens qui peuvent vous accueillir et vous accompagner en tant que patient, mais aussi en tant que couple. Sachez qu'il y a une prise en charge sécurité sociale qui existe aujourd'hui sur prescription médicale. Il faut que votre médecin fasse une prescription et vous avez le droit à 7 séances de consultation prises en charge par l'assurance maladie. Avec des psychologues en ville. Évidemment, il s'agit en général de psychologues cliniciens, entre guillemets, généralistes, qui ne sont pas des hospitaliers, mais je pense que ça peut constituer une aide intéressante et en tout cas prise en charge. Donc là, il faut vous renseigner auprès de votre médecin. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être l'hématologue, mais le médecin traitant, ce sera plus simple. Et lui pourra vous faire cette prescription. Et là, vous aurez accès à un nombre de séances prises en charge. Je rajoute un petit mot pour la Belgique. Les les onco les psys en milieu hospitalier, c'est gratuit et pour ce qui est des consultations psychologiques, il faut voir avec, votre mutualité parce qu'il y a aussi des interventions et je crois que beaucoup d'interventions sont gratuites ou peu onéreuses. Bien. Écoutez, nous allons avancer parce que nous sommes tenus par un timing, comme vous le savez. Et j'ai le grand plaisir de vous faire part d'un atelier de diététique qui sera donc animé lors du mardi 14 mars 2023 de 18h à 19h. Voilà, donc c'est un atelier complémentaire si vous souhaitez le suivre avec Valérie Becker, diététicienne en service d'hématologie. Voilà, donc ça sera annoncé sur le site aussi, vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup à la technique d'apporter les éléments dans le chat.
Eh bien, écoutez, moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment donc déjà avec Karen et avec Viviane. Je vais arriver au moment de la conclusion et je laisserai le mot ensuite de conclusion à Viviane et le mot de la fin à Karen, que je remercie plus particulièrement. Je souhaitais vous communiquer la phrase justement d'un malade en conclusion. C'est quelque chose qui m'a touchée. Donc, il disait lors d'une vidéo, même si demain on ne sait pas de quoi il sera fait, vivons pleinement. Et moi, je vous encourage en mot de conclusion à prenez soin de vous, participez dans le MOOC, n'hésitez pas. Maintenant, il y a un dernier cours qui a été mis en ligne. Il est tutoré jusqu'à la fin du mois. Allez-y, c'est encore possible. Et ensuite, revenez, parcourez Mielonet et sa plateforme tout au long de l'année, même si les tuteurs n'y sont pas. Vous y verrez la vidéo qui n'a pas encore été justement introduite dans le dernier cours sur les soins palliatifs. Et vous verrez que nous parlons maintenant aussi naturellement des aidants, des malades et de tous les proches. Voilà. Bonne soirée à tous. Viviane, je te laisse aussi conclure. Je te remercie d'avoir été à nos côtés. Merci Maryse. En fait, moi, je remercie toutes les personnes qui ont laissé un commentaire ou une question. J'ai essayé de rassembler par thème et de me faire l'interprète de leurs interrogations auprès de Maryse et de Karen. Je vous remercie tous d'avoir participé si nombreux et n'oubliez pas, continuez de vous informer auprès de Mielonet et surtout, n'hésitez pas à contacter vos associations quand vous avez le moindre doute et la moindre question. Encore une chose, n'oubliez pas qu'il y a la loi européenne du droit des patients qui vous permet qui existe depuis 2002 et qui vous permet de choisir non seulement vos soignants, vos façons de répondre, de choisir vos hôpitaux, etc. Ce n'est pas obligatoire d'être accroché à un seul hôpital, à un seul médecin. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Bah, écoutez, merci, ravie d'avoir été parmi vous. Merci Maryse, merci Viviane et merci à tous et à toutes de votre présence et de votre participation. Pour conclure, évidemment, hein, vous avez tous évoqué des situations difficiles. Hein, on parle de résilience. Certains disent comment être résilient quand parfois c'est si difficile, quand parfois on est mal compris, quand parfois on subit des ruptures familiales, etc. Bien sûr, hein, là, c'est une piste. La résilience, si vous voulez, c'est une piste. Évidemment qu'il y a des moments où c'est difficile à atteindre, mais on peut tous avancer sur cette piste-là. Quand je vois que, en parlant avec tous ces patients depuis 25 ans, ce qu'on me dit, ce que tout le monde me dit, quelle que soit son histoire, sa culture, son âge, le plus important dans ma vie, c'est l'amour, c'est les liens, c'est mes proches. C'est ce que j'entends toujours à tous les moments, y compris à la fin. Donc, j'ai envie de dire que même si c'est pas parfait, même s'il y a des difficultés, même si des fois on sait pas trop comment prendre le problème, a priori, pour nous, êtres humains, prendre soin de ces liens, chercher des solutions, continuer à communiquer, chercher à résilier ensemble, c'est a priori ce qui a le plus de sens dans la vie de la plupart d'entre nous. En tout cas, c'est ce que j'entends depuis 25 ans. Donc, ça vaut la peine. Donc, effectivement, c'est difficile à certains moments, mais les gens qui sont autour de vous vous aiment, ils ont envie que vous alliez bien, même s'ils ne savent pas toujours comment faire. Donc, ça vaut la peine qu'on essaie, en tout cas, ensemble de s'adapter, de modifier des choses et d'avancer ensemble sur cette piste de résilience. Et même si tout n'est pas possible, beaucoup de choses peuvent être améliorées, ça c'est certain. Merci Karen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée.